BFM également ce matin, le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit cet après-midi pour discuter une nouvelle fois de la Syrie, une nouvelle fois d'Idlib, l'ultime bastion rebelle du pays. Le régime soutenu par les Russes pilonne la région depuis ce week-end. Il y a déjà des milliers de morts et si l'armée donne l'assaut, l'ONU dit craindre la pire catastrophe humanitaire du 21e siècle. Marine Scherer. Hier, ce village au sud d'Idlib a été touché par une nouvelle vague de raids aériens. Nous étions assis dehors quand nous avons entendu un hélicoptère, donc nous sommes rentrés dans la maison. Nous étions à peine rentrés quand le baril d'explosifs est tombé. La frappe est tombée là et a complètement détruit les voitures et les bâtiments. Les enfants ont peur. Ne nous sauvez pas, sauvez les enfants. La province d'Idlib, ultime bastion insurgé de Syrie. Depuis ce week-end, l'aviation russe et les forces du régime de Bachar al-Assad pilonnent la région, larguant des missiles et des barils explosifs. Des bombardements intensifs, signe pour beaucoup d'un assaut terrestre imminent de l'armée syrienne. La Turquie a d'ores et déjà positionné des forces militaires à sa frontière, un constat qui inquiète l'ONU. Cette dernière met en garde contre la pire catastrophe humanitaire du 21e siècle et craint le déplacement de 800 000 personnes. On se prépare à de multiples voies d'exode. On anticipe les itinéraires que pourraient prendre les civils, et il y en a beaucoup. On réfléchit aussi à la façon de les prendre en charge et de leur venir en aide. En 10 jours, les bombardements russes et syriens ont déjà poussé quelques 30 000 civils à fuir la province d'Idlib. Idlib, catastrophe humanitaire annoncée. On en parle avec Julia Delage, spécialiste de BFM TV pour les questions internationales. Et vous, Frédéric Joly, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans le live BFM, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Il faut que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est qu'Idlib aujourd'hui. C'est une espèce d'immense camp de réfugiés en Syrie. Il y a des centaines de milliers de personnes qui habitent là en ce moment. On estime à peu près à 2,5 millions de personnes qui se trouvent coincées dans cette région, dont la moitié sont déjà des déplacés venant d'autres crises précédentes. Donc on imagine des populations extrêmement vulnérables, comme toujours dans ce genre de situation, des gens qui se terrent ou qui essayent de fuir. Mais quoi qu'il en soit, s'ils se terrent ou s'ils essayent de fuir, il manque de tout. Et que le véritable problème aujourd'hui, c'est l'accès aux humanitaires de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que ceux qui organisent la violence, ou ceux qui, tout au moins qui se battent, eh bien, permettent un accès inconditionnel à l'action humanitaire. On imagine aujourd'hui que les gens manquant de tout, que les hôpitaux étant déjà, la situation étant extrêmement dégradée dans les hôpitaux de par le conflit depuis ces 7 années, et bien qu'un afflux massif de blessés est totalement illusoire d'imaginer qu'ils puissent être pris en charge. Donc on est véritablement au bord de la rupture si le scénario s'aggrave en termes notamment d'hostilité. Surtout qu'Idlib, Julia, c'était un peu la dernière poche, le dernier recours. Tous les réfugiés venaient là. Mais maintenant, où est-ce qu'ils partent? Alors justement, c'est tout le problème. Il y a deux choses. La première, il y a déjà environ 30 000 personnes qui ont déjà tenté de fuir la province d'Idlib où, en effet, vous le disiez, environ 2,5 millions, 3 millions de personnes se trouvent aujourd'hui. Donc ces 30 000 personnes, eh bien, pour l'instant, elles se sont dirigées dans les camps qui existent déjà depuis des années et qui sont déjà totalement saturés. Donc en cas vraiment d'afflux massif, ces camps, eh bien, ce serait 25 fois plus de personnes. On parle de 800 000, voilà. Côté syrien. Et le problème aussi, c'est que la Turquie, qui elle aussi s'estime déjà saturée, eh bien, ne souhaite pas voir d'afflux massif de son côté de la frontière. Donc le camp d'Atmé, par exemple, qui se trouve un peu au nord d'Idlib, a été un peu renforcé ces derniers jours, mais on n'ira pas beaucoup plus loin de toute façon. Et en effet, ces gens sont déjà pour moitié des gens qui sont déjà déplacés, que ce soit d'Alep, de Homs ou de la dernière poche reprise par le régime de Bachar al-Assad, de la Ghouta orientale. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que ces gens vont donc essayer de fuir, mais il y aura tout de même des combats. Il ne faut pas oublier que là-bas, il y a aussi des poches de djihadistes syriens, de combattants étrangers, tchétchènes ou ouïghours, qui eux, eh bien, iront jusqu'au bout et seront tentés de garder les civils avec eux, évidemment, pour servir encore de bouclier humain. Donc la situation des deux côtés, je dirais, s'ils restent ou s'ils s'en vont, sera catastrophique pour les civils. Quel rôle pour les humanitaires, Frédéric Joly, dans ce contexte-là, avec une armée qui se masse aux portes de la province, qui bombarde déjà? Comment vous pouvez agir autrement qu'en attirant l'attention simplement sur le sort d'Idlib? Je crois déjà, c'est de rappeler effectivement, puisqu'on sera à la veille d'une immense bataille, bien les principes du droit international humanitaire qui obligent tous les belligérants
Le principe de précaution, on va s'abstenir de tirer sur une zone dont on peut estimer qu'il peut y avoir des civils. Le principe de distinction, on doit toujours faire quand on est un combattant la distinction entre ceux qui se battent et ceux qui ne se battent pas. Ça, c'est véritablement une des règles d'engagement de base et force est de constater que celui-ci n'est pas respecté. Puis aussi le principe de proportionnalité, si vous êtes soumis à telle ou telle attaque, vous ne devez pas répondre en bombardant massivement par exemple tout un quartier. On ne peut pas franchement compter là-dessus avec ce régime-là. C'est pas qu'on peut pas. Toutes les situations dans lesquelles on travaille, regardez le Yémen aujourd'hui, on est face à la même préoccupation. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que vous avez des centaines de milliers de civils qui ne font pas partie de ces combats-là et qui se retrouvent coincés de tout, qu'ils doivent pouvoir fuir. Le principe de non-refoulement, on en parlait, c'est aussi quelque chose d'important. Et lorsque vous avez des gens qui se déplacent en quête de sécurité, on ne doit pas pouvoir les refouler. C'est aussi conforme au droit international humanitaire et qu'il est évident qu'aujourd'hui, eh bien, le respect du droit, le rappel des règles élémentaires du droit humanitaire, de respecter, de faire respecter en toutes circonstances, doit véritablement être pris en compte par ceux qui organisent aujourd'hui la violence dans cette région-là du monde. Sur fond de menaces aussi d'attaques chimiques. On l'a vu plusieurs fois. Non, mais il y a des tas de choses qui sont interdites dans la guerre, dont effectivement des armes indiscriminantes, comme par exemple le chimique, qui ne fera jamais la différence entre des civils et des combattants, comme des armes qui vont détruire des infrastructures nécessaires à la survie des civils, l'approvisionnement en eau, en électricité, en fuel. Ce qui fait tourner les hôpitaux aujourd'hui à Idlib, c'est le fuel parce qu'il n'y a pas de centrale électrique dans le gouvernorat d'Idlib. Donc aujourd'hui, s'attaquer à l'approvisionnement en fuel aura des conséquences humanitaires épouvantables sur les populations et sur les malades ou les blessés dans les hôpitaux. Merci beaucoup Frédéric Joly, merci également Julia, avec donc encore une fois le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit cet après-midi, mais dont on n'attend pas grand-chose.